C'est dans le Finistère que Frédéric nous reçoit pour ce 37e numéro d'Ope on the Road. Grâce à lui, Riec-sur-Bellon, déjà célèbre pour ses huîtres plates, peut maintenant s'enorgueillir d'héberger un véritable récif corallien, et hautement coloré s'il en est. Un bac de 1000 litres, visible sur 3 faces, récemment transféré, mais qui héberge des animaux élevés durant des années de pratique du récifal. Puis un 32e opus d'Alain, consacré cette fois à la balance ionique. Tout le monde en parle, craint ses possibles dérives, mais finalement peu de récifalistes en connaissent précisément les tenants et aboutissants. Ben, ça tourne, Fred. Hein. C'est parti. Hein. Donc, écoute, il fait quel volume ce bac? Alors là, je suis passé à un volume de 1000 litres. J'avais avant un 700 litres brut, quoi. Et bon, il était derrière, mais j'avais quelques petits inconvénients sur ce bac-là. Et j'avais un pont incliné, donc ça fait 5 ans que je me traînais avec un pont incliné. J'en avais un peu marre et je voulais avoir un bac plus massif, où on peut faire le tour aussi du bac. Il avait tourné longtemps en fait. Ouais, j'ai tourné plus de 5 ans avec. Ouais. Plus de 5 ans. Et 5 ans encore avant, j'avais un 450 litres que j'avais modifié. C'était un bac de douce, il n'y avait pas de trou, il n'y avait rien, il n'y avait pas de descente. J'avais tout bricolé partout. Là. La descente d'eau, tout ça. Et bon, il a tourné aussi 5 ans celui-là. Après, j'ai acheté ce bac là, avec un pont incliné qui a très bien marché. Il a eu ses heures de gloire. Et là, on a fait un bac plus volumineux et avec une faille au milieu et des décors. J'ai trois décors différents, quoi, en fait. C'est ça le but que je voulais avoir, quoi. Ouais, donc visible sur 3 faces. Ouais, voilà. Et de quelle taille, quelle dimension, quel volume? Alors là, il fait 1,50 m sur 90 de large et 70 de haut. En verre de 15 mm. Ouais. Je voulais pas de renfort, il y avait juste un renfort tout autour de l'aquarium. Ouais. Mais voilà, la descente d'eau là qui fait, je sais plus, c'est 20 cm de large. Et pourquoi une surverse comme ça, de cette taille en fait? Alors ça c'est un truc aussi, sur l'autre bac que je trouvais nul. Sur l'autre bac, j'avais en fait une surverse où j'avais des peines qui prenaient toute la hauteur du bac. Et si tu voulais les bricoler, tu pouvais pas, quoi. Tu avais tout le temps de l'eau en continuité. Et là, je voulais avoir un gros coffret pour me dire que en fait, toute l'eau qui va de l'autre côté va être traitée automatiquement, quoi. D'accord. Et en plus, c'est facile à aller autour, bricoler. Si jamais j'ai à démonter mes 2 durceaux qui sont dedans, je les démonte et voilà, je peux aller autour facilement, quoi. Et t'as quel volume d'eau au total en fait avec la décante? T'as une idée, enfin un volume net à peu près? Je dis une idée parce qu'une fois qu'on a mis les pierres et qu'on a mis l'ensemble, c'est pas facile de savoir, mais bon. Alors, déjà en bas, j'ai une grosse décante aussi. Et de l'eau dedans, il doit y avoir à peu près 200 litres d'eau flotte dedans. En bas. Et en haut? En haut, je pense qu'il y a un bon 800 dedans. Ouais. Un bon 800, 1000 litres, quoi. En plus, il y a un petit bac à bouture de 100 litres. Bon, je mets ça à 1000 litres. S'il y a plus, tant mieux. Mais bon, moi, c'est 1000 litres. Ne cherche pas à négocier. Ouais, voilà, je ne cherche pas à négocier, c'est 1000 litres. Alors, il y a un détail qui va tout de suite nous amener à la lumière, qui est une particularité, c'est qu'en fait, on peut avoir l'impression qu'il y a des passages de nuages de temps à autre derrière, c'est simplement parce que c'est en cours de réalisation. Explique-moi pourquoi il y a des... Alors, il y a une rampe, sur la rampe Gazeman, il y a des ballasts d'INAB, et il y a un timer derrière, ouais, qui a un gros programme dessus. On peut simuler les nuages. Ouais. Et donc là, c'est éteint, et c'est en défaut. D'accord. Bon, voilà, là, il y a un qui est passé, là. Sauf qu'il passe un peu vite, quoi. Voilà, mais je peux régler aussi le temps de passage du nuage, mais bon... D'accord, mais enfin là on a mis... Je préfère avoir un passage rapide qu'un passage sur 1 minute où c'est un peu énervant, quoi.
Oui, et puis on l'a mis aussi en marche forcée, en fait, là, Ouais, ouais, voilà, voilà. donc c'est de ma faute, hein. Donc c'est ce qui explique qu'il y a, en fait, derrière, en fait, des à-coups comment dire, de disparition de lumière ou pas. C'est Voilà, quoi? voilà. Bon, voilà, c'est de ma faute, c'est moi qui fais passer les nuages trop vite à cause du tournage. Bon. Alors parlons-en justement de la lumière, parce que encore un adepte du T5, du full T5. Alors, ouais, Parce alors que là. tu étais en HQI, toi, avant, si je me souviens Ouais, bien. ouais, j'avais Ouais. deux grosses gamelles, j'avais des Jet 5, en fait, c'est des balles, c'est des projecteurs extérieurs. Ouais. Et de là, cette particularité, j'avais en plus, il y a 55, j'avais acheté ça, et elles étaient en réflecteur lisse. Ouais. Donc, les luminarques Ouais. apparaissaient à ce moment-là. Ouais. Les bricolos ont commencé. Donc, moi, j'avais cela et j'étais content. Mais bon, toujours par rapport à cette inclinaison de bac que j'avais avant, j'avais comment ça s'appelle, une ombre sur l'avant du bac qui m'énervait un peu. Par rapport à ce projet de bac, je voulais avoir autre chose, passer à autre chose. Je me dis, tant qu'à faire, on va passer au T5. Et pour l'instant, je suis satisfait à 100%. Tu regrettes pas Oh, je ne les regrette pas irritations? ça. Il y a des choses qui sont super, comme le matin, là. Je simule le lever et le coucher du soleil. Le matin, c'est le lever. Donc, mes tubes bleus, mes 6 tubes bleus, ils s'allument à 3%. Et après, je les balance sur 2 heures pour avoir la pleine puissance à 100% sur 2 heures. D'accord. Et je trouve ça magnifique. Moi, tu vois les poissons se lever, les coraux qui se ferment tout doucement. Et le soir, c'est pareil, quoi. Alors, je profite plus des bleus la nuit Bon, que ce que j'avais pas avant sur mon HQI, quoi. et même si par ma faute les nuages passent trop vite, en fait, là, il y a aussi cet effet qui est quand même pas désagréable aussi de Ouais, voilà. surimpression, Donc, quoi. c'est un truc, ouais, c'est un récif complètement Est-ce que tu as vu, naturel, quoi. est-ce que tu vu des différences par rapport à la coloration des coraux, par rapport à ce genre de choses Ouais, entre... Ouais, ouais, je trouve les coraux beaucoup plus fluo. ouais, Euh, Déjà, la lumière, je la trouve beaucoup plus jolie. Avant, il y avait bon, les histoires d'HQI, c'est bien beau, mais ça coûte quand même assez cher, les ampoules. Des fois, quand tu pars sur une bonne marque, ben, tu es un peu déçu de la marque, parce que le vendeur qui est toujours derrière toi te dit, ben non, elle n'est pas jaune, elle est un peu bleue, oh, bah après, on elle est rentre... un peu rose. Oui, c'est ça. Là, on rentre dans le subjectif à chaque fois sur... oui, C'est sur... très. oui, Alors, oui. les goûts et les couleurs, chacun n'apprécie pas. Et là, en fait, moi, ça fait longtemps, hein, ça fait 5 ans, hein, sur mon blog, j'en ai fait des essais. Et là, en fait, je suis sur un 11 000, 12 000 Kelvin qui me plaît très bien. T'as combien de tubes et combien de... Et quelle température de couleur, en fait? Alors là, je suis sur 12 fois 80 watts. Et j'ai 6 tubes. Alors, c'est des Gazeman, c'est des Atinic. Et l'autre, les blancs, c'est des Aquablue. D'accord. C'est des 12 000 ou des 15 000. Oui, ça doit être 15 000, je C'est crois. 15 000, Ouais, ouais. ouais. Voilà. Et Et... là, les tubes, ils ont 9 mois. Là. D'accord. De 9 mois, et il y a toujours la bonne pousse, la couleur est toujours là. Voilà, il y a certains qui me disent qu'il faut les changer tous les 6 mois. Moi, pour l'instant, je vois la couleur est toujours là, la pousse est là aussi. Et je vois bah, tout mon niveau vert, hein, je vois pas de différence. Et puis, bah, le problème, enfin le problème, pas forcément d'ailleurs, mais avec les bacs visibles sur trois faces, bah, c'est quand même aussi le brassage. C'est que laisse pas énormément de possibilités pour placer des pompes. Je vois que tu as aussi une Wavebox, parle-moi un peu de ça. T'es content du brassage ou Alors le brassage, bah, j'ai 2 streams de 8500, plus une Whitebox. Ouais, Alors j'ai pas voulu avoir un brassage violent à cause du sable. ouais, C'est pour ça que bon, j'ai 8500, mais les pompes elles tapent sur le coin ici et me fait une espèce de surélévation de sable. Bon, là, pour l'instant, je suis satisfait. Oui, parce que j'ai une stream là, qui tourne à l'envers. C'est un peu agaçant, il faut changer la prise, il faut la tourner. Et elle est repassée au SAV déjà, donc bon, juste ça, ce petit détail. Et la Wavebox, non, super satisfait. J'aime bien ouais. ce côté toujours naturel. Avec le balancement des polypes, là, je trouve ça super. Plus les effets de nuages. Super, un super bac. Très bien. Non, non, je suis content. Alors je vois que tu as fait un choix qui n'était pas forcément le cas sur le précédent bac, c'est d'avoir en fait du sable et vraiment du sable. C'est-à-dire pas une couche de 2 Ah non, centimètres. non, non. Et alors quel type de sable? On dirait du sugar, enfin du sable Non, très non, fin. c'est pas du sugar, c'est de l'olite en fait de chez Caribsea. Ouais,
Il y a 140 kg dedans. Et est-ce que ça a joué sur le ratio de PV? C'est-à-dire finalement, est-ce que tu as pu avoir moins de PV parce que tu mettais une couche de sable plus épaisse ou pas? Ou est-ce que tu es resté... Non, ça n'a rien changé. Ouais. Donc tu es sur un ratio de PV de quoi? De 10-15 kg par 100 Ouais, litres je dois avoir. Sur l'autre bac, j'avais 100, plus de 100 kg sur l'autre sable. Mais après, j'ai eu un problème de bryopsis. Donc, le ratio, j'ai tout enlevé, tous les pierres, tout ce qui était envahi. Après, j'ai rajouté par de l'aquaroche. Alors, je ne sais plus combien j'avais rajouté. Donc, maintenant, je suis peut-être à. Parce que toutes les pierres sont là. Et parce que j'en ai rajouté encore quand j'ai refait le bac, j'ai rajouté 30 kg. Donc je dois avoir 140 kg maintenant dans le bac, dans l'installation du bac. Et dans le décor ici, je ne sais pas combien j'ai. Je dois avoir peut-être 80 kg peut-être. Ouais. Mais en bas, je sais qu'en bas, j'ai dois avoir 30 ou 40 kg en bas. Et sur ce sable, alors, tu dois savoir que moi je suis toujours jaloux parce que je trouve ça très beau le sable. Bah ouais, un bac. Mais que j'ai jamais réussi. Ne dis rien contre les gens qui n'ont pas de sable dans leur bac, puisque je vais le prendre mal, puisque moi j'ai jamais réussi. Alors, comment ça se passe? Pas de soucis avec Ah si, j'ai eu des soucis au début, hein, ça vole. Hein. Il faut que le sable précipite avant le début. Il faut que les animaux arrivent, il faut que tout le monde se précipite le sable pour qu'il se colmate. Ouais. Et non, autrement, ce été, non, j'ai pas eu trop d'algues dessus et tout. Là, mais là, j'ai un petit problème de. Ah, c'est pas de la cyano pour moi, hein, c'est de la dinoflagellée, mais c'est par rapport aux biopellets. Ça, Ouais. ça c'est des bactéries qui font ça. Mais bon, j'ai une équipe, hein, j'ai une bonne équipe de C'est ce que j'allais te poser comme question. C'est-à-dire que- nitrivores, ceux-là, là, les strombus. Hein. Ouais. J'en ai 5 dedans. Et ils passent leur temps à fouiller et à remuer mon sable. Alors moi, je les appelle ADDE, parce qu'ils travaillent. Ils travaillent, ils passent leur temps à fouiner là-dedans. Et quoi d'autre encore? T'as des arcastères ou des bestioles de Steve, des étoiles Ouais, ou... non, j'ai pas d'étoiles, non, j'ai pas mis d'étoiles. Alors j'ai 2 holoturies que j'avais mis aussi dedans, hein, que j'ai jamais revus. Et autrement, j'ai d'autres détrivores, mais ceux-là, ils s'enfuient dans le sable, donc on le verra pas. Des espèces de bigorneaux avec un cône conique, là, on appelle ça. Ouais. Ils sont dans le sable, ça, et on les voit pas. Est-ce que tu as l'impression que le sable est colonisé, que tu as de la microfaune, que Ouais. il y a des vers? Il y a des vers, il y a des leucopépodes, il y a plein de monde là-dedans. Et non, ça je voulais parce que chez un ami, là, il a un bac, hein, il a un bac T5 aussi. Où il a moins d'épaisseur de sable, mais il a une faune impressionnante de petits vers, de choses comme ça. Et je trouve que ça fait profiter aussi les coraux, quoi. Ça les nourrit aussi, dans un sens. Sans sable, je trouve que, je sais pas, il doit manquer des bestioles ou mettre un refuge à côté, quoi. Ouais. Ou mettre un refuge avec une bonne épaisseur de sable, et là, ouais, ça profite tout le monde aussi, quoi. Non, mais esthétiquement, c'est vrai que c'est beau en plus. Mais bon, il y a un indépendamment, équilibre, hein, ouais, derrière ouais, aussi. ouais. C'est peut-être plus long aussi, parce que moi j'ai mis plus longtemps à équilibrer ce bac-là qu'un bac sans sable. C'est-à-dire que tu as eu l'impression qu'il est... Ouais, j'ai mis longtemps à équilibrer le bac. Déjà rien que pour acclimater les poissons, parce que j'ai eu un défaut là, au mois de janvier. Là, j'avais acheté 2 super locaux sternons. Hein. C'était un moment aussi, en regardant les DVD, de mettre des couples, essayer de faire des couples. Et attends, cherche pas à me faire porter le chapeau sur... Et j'avais mis deux super locaux sternons. Bon, j'ai pas acheté cher. Et, ils ont duré 15 jours. Ils sont morts, pas de maladie extérieure visible. Et en fait, ils ont mis la ch'touille à tout le bac. En fait. Donc il ne me restait plus qu'une demoiselle viridis. C'était sur l'ancien bac. Hein. Et donc jusqu'à le changement de bac, celui-là, au mois de mai, j'ai pas introduit d'autres poissons. Et à partir du mois de juillet, j'ai commencé à introduire des poissons, mais j'avais quand même des pertes. Alors après, je me suis dit que pas assez de bactéries, pas assez de ceci, pas assez de cela. Au mois de septembre, j'ai réintroduit, là ça a collé. Quoi. Et non, j'ai mis le bac sous UV, j'avais mis un 11 watts dessus, ça n'a pas marché du tout, puis du néosal à gogo dans le bac aussi, ça a aidé. Et là, dernièrement, là, les derniers que j'ai achetés, là, le One and This, ça m'a fait une crise de point blanc, et j'avais un peu peur de le perdre. Et là, je suis passé complètement à l'ozoniateur. Donc, branché à l'écumeur. Et avec un résultat... Ah là, j'ai sauvé. En 3 semaines, j'ai eu. Et j'ai sauvé comme ça. Bah, mais il mangeait déjà. J'ai l'impression quand il mange, déjà,
c'est déjà bon, hein, c'est presque sauvé. On nourrit aux granules et aux artémias, quoi. Mais quand ils sont malades, je préfère les nourrir aux granules. Ouais. Il y a plus de choses dedans, de vitamines, de choses. Hein. Peut-être de l'ail aussi, ce genre de choses. Moi, quoi. là, non. Oh, pour les parasites, ça peut être. Ouais, je vois que souvent qu'ils donnent des bouts d'ail. Ouais, ouais. Faut que j'essaye. Mais genre bon, mais là c'est aux artémias, beaucoup d'artémias aussi. Donc, je vois que tu as aussi un lot, enfin un Siganus, donc la Hawaiiensis, Ouais, et puis, un Olivaceus. ouais, juvénile. Ah, ouais, celui-là, il a pas eu de problème. Hein. Il est bien grand. Oh, bah écoute, tu se portes bien, oui. Ouais, il se porte bien. J'ai des petits Talboti, hein, j'en ai 3 ou 4, je crois que j'ai 4. Ouais. Pas agressif. Non, ils sont super sympas. J'ai eu une Viridis, celle-là, elle est vieille. C'est le seul rescapé. J'ai un petit poisson clown, là, je ne sais pas son nom, hein, qui est là-bas. Là. Oui, oui, oui. Bon, bah lui, le problème, c'est qu'il est petit, il va dans la décompte. Donc, il n'a pas encore sa place définitive. Ça fait 3 mois qu'il est dans le bac, mais bon, il va dans la décompte tout le temps. Donc, Et j'ai une grosse salarias. Je sais pas où elle est. Par là. D'accord. Qui mange, par contre, que de la granule. Lui, il mange pas l'artémia. D'autres envies de poisson? Ouais, je vais continuer à en introduire. Hein. Tout ce qui est pseudochromie, j'aime bien. Ouais, les Friedmani, je vais en remettre. Hein. Bah, pas là, parce que les prochains coups, là, dès que je reviens, j'en remettrai. Moi, tout ce qui est Friedmani, les Alabranzis, j'en avais eu que j'avais acheté à Paris quand j'étais monté en 96, qui avait fait le voyage, l'aller-retour, qui avait sauté même sous le carrelage le premier soir, que j'avais remis dans le bac en vitesse. Je l'ai gardé pendant 4 ans. J'ai eu un peu mal au cœur de la perte, là. Parce qu'on avait un petit surnom, on s'appelait le Parisien. Donc voilà. Non, je vais en remettre. Hein. Alors des chirurgiens, je sais pas. Il y a des chirurgiens qui me donnent envie, mais je sais pas. C'est assez délicat quand ils commencent à se battre, à en remettre quoi. J'ai pas envie de m'emmerder avec des pièges, des assiettes, Quand je vois certains, non, j'ai pas envie de m'emmerder avec des trucs comme ça. Donc, j'ai presque envie de tirer la conclusion que tu serais quand même un peu plus axé sur les coraux que sur les poissons. Généralement, quand les gens sont raisonnables, très raisonnables sur les poissons, et qui te disent qu'il y a une population modérée, qui te disent par ailleurs en fait qu'ils n'ont pas envie de s'ennuyer avec des pièges et ce genre de choses, c'est que généralement ils aiment beaucoup les coraux. C'est ça. Si je tombe sur une belle accro bleue qui a des polypes, des machins, c'est sûr que je serais plus facile à mettre des sous dans un bon coraux que dans les poissons. Ouais. Puis alors, et sur les coraux, moi je garde le souvenir, sur ton ancien bac aussi, je crois que tu étais quelqu'un qui était plutôt un adepte des grosses colonies. Ouais. Alors, est-ce que tu es passé toi aussi à cette idée de dire en changeant le bac, On s'en fout. Quoi. on change, ouais, voilà. Ouais. J'ai toujours des colonies assez vieilles avec moi. Là. J'ai le Validoc en haut, là, c'est un de mes premiers coraux durs que j'ai acheté dans un magasin. Donc celui-là, il a plus de 10 ans. J'en ai encore. J'ai un coraux Aimou, là. Un Sinularia, c'est Endura, les encroutants, là, jaune, là. Qui était vert sur HQI, qui est maintenant magnifique, je trouve, là, jaune tout ouvert. Bon, maintenant, moi, ce que je recherche, c'est des coraux qui ont une pousse peut-être plus longue, mais avec des couleurs, quoi. J'ai quelques belles espèces, là. Donc tu voulais refaire en fait un départ par rapport à ça, c'est-à-dire... Ouais, voilà. Tant qu'à faire, d'abord, on sait très bien que quand on change de bac, on aura des pertes. Il y a des pertes automatiquement, et si ça nécrose, tant pis, on repart. Hein. Mais c'est vrai que quand j'avais fait du 450 litres au 700 litres, c'était pas pareil non plus, parce que il fallait déplacer, vider tout le bac, déplacer tous les coraux, et après remettre le bac, remettre tout ça dedans, préparer, donc c'est un peu plus de boulot, quoi. Et quand j'avais fait celui-là, c'était pas pareil, parce que le bac il était là, et le bac était à côté, donc j'ai eu le temps de préparer toute la partie technique, mettre toutes les pompes en route, tout ça, mettre de l'eau à chauffer. Là j'ai quand même stocké 500 litres de flotte en dessous, là, chauffé, donc j'avais déjà 500 litres déjà préparés. Et après transférer l'ancienne eau dans l'autre, préparer, mettre un décor, préparer tous les pieds, mettre un beau décor. C'était pas pareil, quoi. Donc j'ai tant qu'à faire, si ça nécrose, j'ai tant pis, quoi. Maintenant, ce que je recherche, c'est vrai que c'est des coraux, surtout des coraux plateaux que je recherche. Des coraux qui poussent en doigt pour mettre en haut de la faille, en haut des décors, mais surtout des coraux bien plateaux pour entourer la faille. Le décor
Il n'est pas fini encore. Hein. Le bac, il a 9 mois là maintenant. Donc il n'a pas fini d'évoluer encore. Bah, si tu veux, ce qui m'intéresse, j'irai pas filmer en fait, comment dire, un bac mis en eau il y a 9 mois de quelqu'un qui démarre, je veux dire, le récifal sur 9 mois. Quand un bac en fait est la suite d'un autre bac, d'un autre bac, d'un autre bac, et qu'en fait on trouve aussi à l'intérieur de ce bac des animaux qui eux ont plusieurs années et Ouais, ouais. plusieurs bacs en fait là, la donne n'est pas la même. Après, c'est vrai que même si un bac est issu d'un bac qui lui a tourné 5 ou 6 ans, c'est vrai qu'il y a quand même une phase de démarrage et qu'il faut quand même attendre justement 5 à 6 mois avant de dire que finalement la pousse redémarre, que les choses se Ouais, remettent en ça. route. Ouais. Donc tu cherches plus en fait en ce moment, ça me fait penser à Philippe Le Sayac, est-ce que c'est un syndrome breton comment dire, à repeupler, à trouver d'autres souches Ouais, voilà. que celles que tu avais auparavant. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, Sayak aussi, c'est un peu mon gourou, quoi. C'est lui. On se connaît très bien et on se côtoie c'est souvent quand je suis en vacances. On fait même des virées ensemble. La dernière virée, c'est la plus folle qu'on a dû faire. C'est quand même, on a dû faire 2200 km en 24 heures pour aller en Allemagne pour chercher des fracs. Donc c'est vrai qu'on est des fois un peu barge, des fois, sur des coups de tête. Et ouais, c'est ça, retrouver trouver d'autres animaux et même, c'est vrai, ça fait toujours plaisir de garder un frac que tu as acheté en Allemagne. Et que dans un an, tu te dis, c'est vrai, regarde Phil, regarde le beau frac qu'on avait acheté, ça donne, c'est toujours des souvenirs, des machins. Mais c'est vrai que dans ce bac-là, j'ai pas mal de coraux souvenirs, des gens que j'ai vus, qui m'ont échangé des coraux. Et ça fait toujours plaisir, quoi. Que des fois d'acheter un frag qui a des planaires et que t'es pas content que tu as mis à la poubelle, quoi. Donc voilà. Non, il y a des coraux d'un peu tout le monde. Hein. Je disais tout à l'heure, il y a là, le gros plateau rose qui est là, ça vient de chez Freddy de Grant. Il y a des boutures à philo, il y a des boutures à romu. Là, il y a un gars là, de Quimper, hein, un prof là, qui est passé, là, qui m'a donné un petit granulosa. Là, je suis content. Non, c'est côtoyer des gens qui me donnent des boutures, c'est sympa, quoi. Bah écoute, tout ça nous amène à parler des paramètres d'eau. Ah ouais, ouais. Tu savais bien qu'on allait forcément arriver au sujet Bah qui ouais, fâche, parce qu'on peut pas. Voilà. bon, il y en a Alors, ouais, les questions que je me pose, c'est quand même, voilà, on est, comment dire, on est à un jet de pierre de la mer. ouais, on est à 3 km. T'es aussi un homme de mer, enfin on va parler d'autre chose, mais bon, Ouais, ouais, voilà. c'est mon métier. Oui. Bon, tu peux pas faire autrement que de faire des changements d'eau de mer naturelle, toi. Alors, l'eau de mer naturelle, je le fais, oui, mais je le fais à certaines conditions, quoi. Là, on ne le fait pas parce que bah, j'aurais pu le faire hier. J'aurais pu le faire hier. Hein. Il y a eu des anticyclones, mais je préfère pas le faire à cause déjà, notre hiver qu'il y a eu a été assez sec. Au mois de décembre, il y a eu de la neige, il y a eu pas mal de précipitations. Et tous cette eau-là retourne à la mer. Donc, automatiquement, je vais retrouver des phosphates là où Ah je oui. prends. Et j'évite. Là, ces périodes-là, j'évite, quoi. Je préfère prendre plus au mois de mars. Mhm. Là, il y a des explosions de plancton dans la ria. Là. Donc l'eau est bien verte, bien chargée. Je préfère prendre là. Mais là, tout de suite, on voit tout de suite les coraux sont éclatés, les polypes sont superbes. Et tout le monde est content. Là. On voit. Et là, par contre, j'hésite pas à faire des changements d'eau, même faire des 200 litres tous les 15 jours. Quoi. Là, j'hésite pas. Quoi. Alors on précise, effectivement, on est à Riec-sur-Belon. On est à Aix-sur-Belon, pays de l'huître plate. Voilà, dans un endroit Donc, où l'eau est particulièrement riche. ouais, d'huître. Hein. Oui. Bon, je fais pas ça non plus n'importe comment. Hein. Donc à chaque fois que je fais rentrer de l'eau à la maison, c'est une analyse de phosphate. Généralement, l'eau elle tourne à 0,01, 0,02. Nitrate, il n'y en a pas. Mais bon, comme je l'expliquais tout à l'heure, quand il y a des précipitations, on peut monter jusqu'à 1 mg de phosphate. Hein. Ah oui. Donc là, c'est beaucoup. Et là, ça ne vaut pas le coup d'aller polluer un bac pour ça. Quoi. Et tu vois une différence avec l'eau de mer synthétique. C'est-à-dire, en fait, quand tu prends l'eau de mer au bon moment, en fait, là, réellement, il y a une différence qualitative Ouais, sur les... il y a une grosse différence sur les coraux. Quoi. Bah déjà, il y a tout le monde qui bave. On voit tout de suite, ça bave dans tous les sens. Il y a des gros filaments. En bas aussi, on est obligé de le calmer aussi, l'écumeur, parce que bah, lui, si tu le laisses par défaut, le réglage par défaut,
Là, il te sort de l'eau, de la mousse, plein de choses, quoi. Et tu fais des changements de quelle fréquence? Là, quand je suis là, je fais à peu près 20%. Là, hier, j'ai fait 140 litres parce que je suis en travaux, donc je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Mais généralement, je fais 200 litres. Tous les? Tous les mois, on fait 200 litres. Hein. Ouais. On fait 200 litres et là, j'ai un super sel, là, je trouve qu'il est pas mal. C'est le Tropique Marin. Ouais. Le Coral Pro, c'est un truc comme ça. Il est bien, je le trouve bien, il se dilue bien. Il n'est pas agressif, comme certains sels. Là. Des fois, je vois des sels, quand tu fais ton mélange, déjà, ça se mélange mal avec l'eau du bac. Tu vois que l'eau est trouble, les coraux bafent. Et là, non, il n'y a pas de problème. Il y a un peu de baffe, mais ça ne dure pas longtemps. Ça dure 1 heure, 2 heures. Par contre, tu vois tout de suite que les coraux sont super bien ouverts. Et tu fais des supplémentations Non, jamais. Voilà, je fais des acides aminés. Ouais. Parce que j'ai un peu de phosphate. Alors, je vais rigoler. Hein. J'ai 0,03 de phosphate. Ouais, ça va rendre des gens un peu énervés. Du phosphate. Et si généralement, je tourne à 0,02. Donc, j'ai un petit peu de phosphate. Voilà. Mais bon, j'ai dû tomber. Bon, je rajoute un petit peu d'acide aminé. Un truc qui doit donner des couleurs. Mais... Bon, c'est histoire de m'occuper de mon bac. Quoi. Ouais, ça peut être intéressant, par exemple, je suis pas sûr de ce que j'affirme forcément, mais si par exemple tu pars un peu trop sur le pastel, ou en étant Ouais, sur voilà, un il y bac, a ça aussi. voilà, sur un bac assez oligotrophe, pas de phosphate, pas de nitrate, effectivement, à partir du moment où ça s'éclaircit trop, c'est pas forcément une mauvaise chose effectivement, de mais laisser- alors non, autrement je nourris avec de la poudre, parce qu'il y a des beaux pellettes en bas. C'est la même marque qui fait la nourriture pour les coraux, ça s'appelle du Reef Perl. Ouais, C'est une poudre entre 200 et 5000 microns. ouais. Par contre, ils ont le droit une fois par semaine, une bonne cuillère de café. La nuit? La nuit. Ouais. Je peux faire la nuit. Hein, Et tu vois quelque chose, polype Ah déployé? Le lendemain, le lendemain, tu te lèves le matin, les polypes sont beaucoup plus longs, déjà, ils doublent le polype. Surtout sur des coraux très poilus, tu vois tout de suite que ça bave bien. Et pas de pollution, quoi. Et donc pas de pollution. Ça pollue quand même un peu, mais bon, ça redescend aussi tout. Quoi. D'accord, d'accord. J'ai essayé, voir, en mettant 1 heure après, j'avais des taux de phosphate à 0,05 et 6 mg de nitrate. Le lendemain, je refais un test, 24 heures après, t'as plus rien. Ouais, d'accord. Donc tout est consommé. Tu maintiens quelle densité en moyenne? Bon, c'est 1025 ici. 1025, ouais. Le KH est entre 8 et 9. Ah, le calcium, par contre, avant j'étais vachement haut, j'étais à 415 sur l'ancien bac. Mais bon, je suis à 380 là, maintenant. Bon, je me dis, j'ai un plus gros volume. Les coraux ont l'air de profiter aussi. Donc plus de massif, quoi. La pousse a repris en combien de temps après le changement? Tu t'es rendu compte, en fait, il y a eu, après le changement de bac, est-ce qu'il a fallu... Ouais, ça a mis du temps. Ça a mis du temps à reprendre. Déjà, rétablir, comme je dis, l'équilibre du bac, déjà, ça a duré un petit moment. Hein. Là, le bac, il a vraiment bien profité, là, c'est la période là, que j'étais en mer. De septembre jusqu'à maintenant. Donc là, la pousse, elle a vraiment bien repris. Quoi. Là, j'ai des coraux qui ont, on voit les images sur mon blog, là, qui ont triplé de volume facile. Là, le bac, il est en pleine pousse, là, ça se voit. Alors, il faut préciser qu'il y a des gens qui fonctionnent en ayant un automate, un IKS, et toi, c'est ta compagne. Ah ouais, c'est ma compagne. Ouais. Je cherchais ce que c'était IKS. C'est ma compagne, ouais, heureusement, elle est là aussi. C'est une passion qu'on a à deux aussi. D'accord. Donc, sans ma compagne, j'aurais pas pu faire ça. En plus, les périodes où je m'absente, généralement, c'est 12 semaines ou 6 semaines. Donc, là, le prochain coup, je pars 12 semaines, donc c'est ma compagne qui va gérer le bac. Heureusement qu'elle est là pour gérer le bac, d'ailleurs. J'ai bien de la chance, parce que certains n'ont pas ça. Certains, ça râle pas mal. Donc, comme je dis, je suis bien content de trouver ma petite femme pour s'occuper de mon bazar derrière. Donc, puis maintenant, l'aspect technique. Donc, tu m'as dit, la décante fait quelle... tu me dis que c'était une décante quand même d'un beau volume. Ouais, j'ai une grosse décante de 500 litres. Ouais. Alors, c'est un truc aussi, pareil aussi, les erreurs qu'on fait aussi sur les anciens bacs, on fait une décante toujours trop petite. Ouais. Et là, comme le bac fait 90, là j'ai une décante de 75 de large. Sur 1 mètre sur 50 de haut. Il doit y avoir 200 litres.
Et donc, il y a un écumeur, hein, il y a un Bubble King 200 dessus. Je suis super content. Ouais. J'ai une qualité de mousse quand même assez impressionnante par rapport à ce que j'ai vu avant. Une bonne boue. Il y a un filtre à biopellette en dessous aussi, que j'utilise depuis le mois d'octobre, hein, tout comme ça, le mois d'octobre, là, quand je suis arrivé la fois. Pour? En fait, comme j'étais avant sur l'ancien bac, j'étais sur le protocole KZ. Le seul truc que j'ai trouvé pas mal sur le protocole KZ, c'était de nourrir les coraux par rapport aux bactéries. Et effectivement, j'ai vu l'aspect polype déployé, tout ça. Et donc, bon, j'ai arrêté parce que c'est trop de choses à mettre dans le bac. Tel produit, tel produit, tel produit. Donc, quand j'ai vu ces biopellettes là, j'ai dit, ce truc-là, il est pas mal aussi, pareil, même aspect aussi, de nourrir des coraux avec des bactéries, quoi. Oui, bactérioplancton, ouais, c'est bien. Voilà. Je voulais pas faire un ARB par rapport à ma femme, pour remettre des produits, j'en voulais pas, donc je voulais un truc complètement autonome. Et donc, je suis passé aux biopellettes. C'est pas pour améliorer la qualité de mon eau, c'est plus pour nourrir les coraux. D'accord. Et voilà. Et j'ai un filtre, par contre, j'ai un filtre à résine anti-PO4. D'accord. C'est du JBL qui est dedans. En fait, c'est du JBL de bassin que je prends, du Phospon, parce que c'est beaucoup moins cher que. Et a priori, t'as pratiquement pas de phosphate, donc. Non, mais j'en mets quand même, quoi, parce que on sait jamais avec l'eau osmosée. On peut avoir un petit 0,02, un petit 0,03. Je sais que tu avais eu des inquiétudes avec l'eau osmosée à plusieurs reprises et que parce que ça c'est quand même un vrai problème. Donc maintenant tu es équipé. Ouais, je suis équipé court, ça me coûte assez cher aussi en matériel, mais parce que j'avais un gros problème sur l'autre, j'avais toujours des nitrates. J'avais pas de phosphate, mais j'avais toujours des nitrates. Et en fait, ça venait toujours de mono-osmosée en fait. Et j'avais fait des recherches sur les forums, tout le monde me disait change ton osmoseur, achète un machin. Alors j'ai acheté un osmoseur à 6 niveaux avec préfit, 5 microns, 10 microns, charbon. Ça servait strictement à rien ici, dans mon cas à moi, parce que bon, peut-être dans les autres pays, dans les autres régions ça marche. Mais moi ici ça marche pas du tout. J'avais toujours des taux à 3, 6, 18, 12. En fait ça dépendait de la journée, ça dépendait aussi de la température d'eau. Il y avait pas mal de choses, des précipitations, si tu tombais sur des précipitations quand tu faisais de l'eau osmosée, tu en avais toujours plein. Alors maintenant, je me suis équipé d'un osmoseur que j'ai fait plus ou moins, quoi, en fait. J'ai assemblé des éléments qui traitent mon eau, en fait. Alors j'ai un filtre à charbon, j'ai une pompe doseuse, j'ai une pompe booster et un filtre à charbon. J'ai un filtre anti-nitrate, j'ai un filtre anti-PO4, toujours, une membrane. Et derrière, j'ai encore un filtre antinitrate PO4 silicate. Et de là, je tourne avec des paramètres à 0 et à 0,02, 0,03 en phosphate. Et tu as quel turnover par rapport quelle pompe de remontée par rapport en fait J'ai au bac? une 1262 dessus, c'est une EM 1262 qui est dessus. Ouais. Donc c'est largement assez. Ce qui doit faire un. C'est 2400 ou 3400 Ouais, ou ouais. comme ça. D'accord. Bon, ça fait 3 fois en fait. 3 fois le. Mais bon, j'ai pas de problème de phosphate, donc le turnover doit bien marcher. Tu utilises du charbon ou ce genre de choses ou. Il y a un petit peu au début là. Mais non, parce que là je suis assez oligotrophe et il y a un gars là qui a fait cracher son bac avec du charbon. Oui, je vois pas de qui tu parles. Donc je dis que non, il faut mieux arrêter. Non, l'eau elle est assez transparente là. Donc rajouter du charbon pour gagner rien, ça non. Oui, le mieux est l'ennemi du bien. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Donc voilà, non, pas de charbon. De la résine, comme je disais tout à l'heure, c'est tout ce que j'ai pas d'autre. Et le rack, quel type de substrat? Alors le rack, j'étais sur le gros ARM et j'ai eu un problème avec le CO2. Je me suis rendu compte aussi que l'ARM était épuisé aussi au niveau calcium. Donc j'avais plus à le remonter non plus. Donc là j'étais chez mon animalier à côté, il avait de l'ancienne bille Rohalite là, au début qu'il faisait, il y a 4,50 ça, les Rohalite. Donc j'ai acheté un sac comme ça en vitesse. Et depuis, j'ai racheté du sable spécial des Tech là, à l'utiliser là. C'est un sable noir avec du magnésium dedans. Ouais. Donc j'ai acheté celui-là.
Parce que j'avais un peu marre aussi d'acheter de l'ARM et du granulé de magnésium. C'est en fait le substrat qui remplace ce qui était avant la Revalide C+. Ouais, c'est celui-là, ouais. D'accord, oui, oui. Ok. Et Et ils font... qui est fait pour fonctionner en ligne Ouais. fluidisée, en fait, dans le rack. Ouais, ouais. Ils font vachement vite, hein. Ils font vite. Hein. Ouais. Il faut le recharger souvent, par contre. Et qui te permet de tenir un niveau de calcium acceptable et un Ouais, cache, ouais, là, je etc. suis à 380, c'est pas encore... Ça va, hein, je vois que ça pousse, ça va. Hein. Bon, le cache, j'ai toujours du cache, c'est bon. Du magnésium, magnésium, par contre... Et tu n'utilises pas de pH contrôleur, tu m'as dit. Je crois que toi, tu fonctionnes Non, au nombre de bulles. je marche au cache sorti sur le rack. D'accord. Ça fait 5 ans que je marche comme ça. Hein. Hmm. C'est... Pour moi, c'est plus simple. Par contre, j'ai remis mon réacteur à hydroxyde aussi, par contre. Parce que j'avais un problème de pH sur mon bac. J'avais remarqué que, justement en côtoyant Philippe Le Seyec, quand tu donnes des boutures, tu reviens 3 mois après, c'est un frag, tu dis il y a quand même un problème de ton bac. Et donc, je me suis posé la question d'où ça pouvait venir et j'avais acheté un petit pH mètre électronique. Et je me suis rendu compte en fait que le soir, j'étais à 8,05. Donc j'étais quand même bas et le matin, j'étais à 7,70. Donc je dis quand même là, j'étais un peu trop bas. Donc j'ai fait des recherches sur internet. Et là-dessus, on préconise quand même d'avoir un pH de 8 à 8,40, un bon machin. Et que la classification se fait quand même entre 8,10 et 8,20, non un truc comme ça. Alors j'ai rajouté mon réacteur hydroxyde, j'ai mis une cuillerée dedans, je passe mon osmolation là-dessus. Et depuis, ben, pas de problème. Là, maintenant, le matin, je suis à 8,05 et le soir, je suis à 8,40, tout comme ça. J'ai un bon pH et j'ai vu tout de suite déjà sous les poulies, sur la pousse que ça allait beaucoup mieux. Tu vois. Bon, puis t'as des projets, je sais pas, d'autres envies, des refuges, plus grands, plus petits. Je vais pas te demander si tu refais un bac alors tu viens Le d'en projet, faire pour un. l'instant, il va te calmer parce que bon, là, je viens de faire un gros projet de cuisine. Donc déjà, ça va te calmer. Non, le bac là, il est tout neuf, donc déjà, j'ai pas de projet en vue à part toujours à la recherche de frac, quoi, de coraux colorés. Non, mais plus tard, parce que là, je pense agrandir la maison là, sur le côté, là, donc il y aura un L, et donc il y aura aussi un changement de bac. Il y aura sûrement un changement d'ac, mais après, je pense que je partirai sur des vitrines comme celui-là, mais sur des façades beaucoup plus larges que longues, quoi, en fait. Ce sera dessus du carré, en fait. Ouais. Style un 50 sur un 50, ou un truc complètement différent, quoi. Une grosse patate de corail avec du brassage tout autour et des poissons qui se mélangent là-dedans. Un truc naturel, quoi. Mais par contre, je serai toujours sur le T5 aussi, quoi. Donc ce sera pareil, quoi. Ce sera en fonction des rampes, un bac en fonction des rampes et encore un truc complètement naturel, quoi. Parce que quand on plonge, l'aspect barrière de cailloux qu'on voit souvent sur les autres bacs, c'est pas ça dans la vraie nature, quoi. C'est plutôt des failles, des patates avec un gros corail, des poissons autour qui se mélangent. Je trouve ça sublime, quoi. Ouais, donc tu vas encore partir pour plus grand dans pas très longtemps, quoi. Wow, non, pas besoin de temps, j'ai encore le temps, donc peut-être dans 5, 6, 7 ans, peut-être. Bon, là, pour l'instant, je vais essayer de faire tenir celui-là déjà, et on verra. Ok, bah écoute, je te remercie de m'avoir reçu. Ok, pas de problème. Merci à toi. Alors, j'aimerais que tu puisses nous parler de ce qu'est la balance ionique. Déjà, en fait, commencer par une définition. Oui, ce qu'on appelle balance ionique dans l'eau de mer, en fait, c'est la constance de la proportion entre les différents éléments principaux de l'eau de mer. C'est-à-dire que la proportion entre les chlorures, le sodium, le potassium, les sulfates, le magnésium, etc., des éléments principaux est constante, quelle que soit la zone géographique où on se trouve, à cause de l'homogénéisation due au courant marin. Alors, cette constance en proportion n'est pas valable pour les éléments nutritifs, puisqu'ils existent en faible quantité, et puis que localement, ils peuvent être prélevés justement par des blooms de plancton ou des pousses d'algues. Donc, par contre, pour les éléments mineurs, cette constante est liée à l'activité biologique de l'endroit où on se trouve. D'accord.
Et donc pourquoi balance ionique? J'imagine qu'il y a un rapport avec Oui, les parce que la ions. composition d'eau de mer, en fait, c'est des sels qui se trouvent dissous dans l'eau, donc sous forme d'ions, tout simplement. Voilà. Donc on est d'accord que en fait, la composition à densité égale est rigoureusement la même partout. Alors, bien Partout, évidemment, sauf bien sûr sur les plateaux continentaux où on peut trouver des pollutions ou voilà, des mais récifs là, ce coralliens. sont pour les éléments mineurs, justement, la pollution en nitrate, phosphate ou en certains oligoéléments, par contre. Donc, effectivement, au niveau des oligoéléments, près des côtes, on a beaucoup plus d'oligoéléments ou de métaux lourds. Alors, je ne parle pas dans les ports où il y a les anti-fouling des bateaux. Bon, là, effectivement, on se retrouve avec des quantités plus importantes. Mais les ions principaux, chlorure, sulfate, magnésium, ça reste constant. Dans notre cas, en fait, on parle beaucoup et souvent de dérive de la balance ionique. Donc c'est-à-dire. La dérive, elle peut être à l'origine si le sel est mal équilibré, déjà. Et puis, il y a une dérive dans le sens où on fait des ajouts, par exemple par la méthode Balling. Alors, si elle est complète, la méthode Balling, du coup, on garde la balance ionique, c'est le principe. Mais si on fait des ajouts simplifiés, style bicarbonate pour le cache et puis chlorure de calcium pour le calcium, on rajoute finalement du sel de cuisine, mais sans la proportion de sulfate, de potassium, par exemple, qui accompagne le sodium et les chlorures. Voilà. Et quelles conséquences alors? Si ça reste dans des valeurs faibles en pourcentage, si la différence de proportion varie de l'ordre de 1%, à mon avis, les conséquences sont très limitées. Mais il y a quand même des gens qui ont fait des calculs. Dans un bac qui consomme beaucoup, si on fait que du Balling simplifié, au bout d'un an, si on ne compensait pas l'évaporation, si on ne fait pas de changement d'eau, on se retrouverait déjà avec une salinité de 20% supplémentaire, mais 20% avec du sel de cuisine, plus avec du sel de mer. Donc là, ça serait très ennuyeux. Alors par contre, si on fait des ajouts de chaux, la chaux c'est du calcium et de l'hydroxyde, donc du cache finalement. Là, on rajoute ni sodium ni chlorure, donc on ne modifie pas la balance ionique quand on rajoute de la chaux ou quand on dissout du calcaire dans un réacteur à calcaire. C'est l'intérêt de ces deux méthodes-là. Là, on est sûr de ne pas modifier la balance ionique. Mais quelles conséquences? Qu'est-ce qu'il y a de grave finalement à l'idée de dire que j'ai finalement une eau de mer qui va contenir plus de chlorures diverses et variées qu'elle ne devrait initialement? Les échanges d'ions sont contrôlés par les membranes cellulaires, des choses comme ça, et si la proportion est très différente, du coup, elle se fait moins bien. Donc ça peut perturber le métabolisme d'avoir une composition qui est trop différente. Mais là encore, c'est pas non plus obsédé par ça, ça se joue. S'il y a des variations de plusieurs dizaines de pourcents, là d'accord, mais jusqu'à 5-6%, je pense pas qu'il y ait de gros problèmes. Mais le problème de ces choses-là, c'est si on a une déviation qu'on n'en tient pas compte. Par contre, si tous les ans on perturbe de 5% une variation de pourcentage, au bout de 2, 3, 4, 5 ans, du coup, là, ça devient important. Donc ça peut expliquer, par exemple, aussi le old tank syndrome, si vraiment on ne fait pas attention à ça. Sur le très long terme, effectivement, ça peut être ennuyeux, du coup. C'est l'accumulation à long terme d'une petite variation mensuelle peut finir par faire une grosse variation au bout de quelques années, quoi. Pour les animaux, ça signifie par exemple pour les coraux ou pour les poissons, qu'est-ce qui permet de Les savoir? poissons ont plus de marge de manœuvre, à mon avis. Pour les coraux, c'est plus ennuyeux. Même par exemple pour les plantes, même si on n'a pas une proportion en magnésium, calcium par exemple, qui est très différente de ce qu'on trouve dans la nature ou d'un optimum, un excès de magnésium peut empêcher l'absorption de calcium dans les engrais pour plantes. Et réciproquement, un excès de calcium par rapport au magnésium empêche la fixation de l'autre, parce que ce sont des ions très proches chimiquement. Donc quand il y a un trop grand excès de l'un par rapport à l'autre, ça inhibe la fixation du deuxième élément, quoi. Alors pour le potassium, il y a aussi les fameuses pompes à sodium-potassium pour regarder la pression osmotique dans les cellules. Là, si la proportion varie beaucoup, c'est ennuyeux également. Tu peux développer, c'est-à-dire Il y a des enzymes qui permettent de réguler en fait, la diffusion par osmose des ions, entre autres sodium-potassium. Et ces enzymes fonctionnent justement à partir de ces sels minéraux-là, de ces ions-là. Donc si la proportion est trop différente pour que l'enzyme fonctionne correctement, ça perturbe les échanges ioniques au niveau de la cellule. Voilà, mais bon, là encore, il faudrait que ce soit des variations relativement importantes. C'est pas qu'il y ait 380 de potassium ou 420, ça ne changera pas grand-chose. Bon, s'il y a 250 de 400, là par contre, c'est ennuyeux. Il n'y a pas seulement le fait que ce soit utilisé, qu'il soit une concentration trop faible pour être utilisé, c'est vraiment la proportion d'un élément par rapport à l'autre a un rôle physiologique. Donc la balance ionique du point de vue physiologique a une incidence. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus s'éloigner trop des valeurs naturelles, quoi. C'est-à-dire que finalement, chaque fois que je fais
Je vais prendre un exemple concret. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rajouté en fait du chlorure de calcium dans l'eau de mon bac, simplement parce qu'en fait, je suis un peu au taquet avec mon rack et que je stagnais à 360 mg par litre de calcium, ce qui commence à faire un peu léger. Même quand le rack était réglé, au maximum donnant, je sais pas, jusqu'à 12 kH dans le bac. Donc je ne peux pas aller plus, enfin voilà. Donc j'ai rajouté du chlorure de calcium pour remonter jusqu'à 420. Donc j'ai déséquilibré ma balance ionique. Oui, on a rajouté du chlorure seul, sans qui est Oui. en accompagnement la proportion correspondante en sodium, potassium, sulfate. Mais si on rajoute la solution 3, par exemple, de Balling, qui contient justement les sulfates, le magnésium, des choses comme ça, déjà on rétablit la balance ionique vis-à-vis de ces sels-là. On ne rétablit pas vis-à-vis du sodium, puisque le sodium, c'est dans la partie KH avec le bicarbonate, carbonate de soude. Alors, ce qui expliquerait par exemple que en remontant mon calcium avec du chlorure de calcium de 360 à 440, j'ai constaté dans le même temps, 2-3 heures plus tard, une baisse du KH. Oui, mais ça peut être dû au fait que comme le calcium est revenu à des seuils plus élevés, les coraux ont accéléré leur consommation. Et donc en même temps qu'ils ont consommé le calcium, ils ont consommé du KH. Si c'était une concentration limite qui limitait la vitesse d'absorption, la vitesse étant doublant parce qu'on retombe sur un seuil où le corail peut le fixer facilement, ça peut s'expliquer par ça. Mais le chlorure de calcium, ça rajoute rien, ça retire rien au KH. Par contre, si on ne veut pas modifier la balance ionique, en théorie, on pourrait rajouter du calcium sous forme d'un sel de calcium organique. Par exemple, du citrate de calcium, je sais pas, ou du gluconate de calcium. Mais le problème, c'est que là, on ne peut pas rajouter 30 mg de calcium sous forme de gluconate, par exemple, parce que ça correspondrait à 2-3 fois cette quantité en carbone dissous. Donc c'est comme si on mettait, je sais pas, 100 ml de volcan d'un coup dans le bac, c'est pas recommandé, quoi. Voilà. Donc si on veut rapporter du calcium sans toucher à la balance ionique, il faut mettre un sel organique, mais là, on est obligé de mettre une petite dose tous les jours à ce moment-là. Pour répartir sur le mois ce qu'on pourrait mettre en une fois sous une forme minérale. Voilà. Mais alors, dans la mesure où on n'est pas, on ne peut pas dire qu'on croule sous les informations quant à la composition exacte des sels synthétiques que nous utilisons pour les changements d'eau. Faire par exemple l'équivalent de 10% tous les mois ou 20% tous les mois de changement d'eau du bac, sachant qu'on n'a non plus aucune information réelle sur ce qui a été consommé en dehors du calcium, du KH, de ce qu'on peut mesurer, mais je parle en oligo-éléments, en divers éléments de ce type. Est-ce qu'on ne déséquilibre pas de toute manière immanquablement la balance ionique de l'eau du bac c'est pas une question de déséquilibrer, c'est qu'effectivement on n'est pas sûr d'avoir la même balance ionique, la même proportion d'éléments que dans l'eau de mer naturelle, ça c'est clair. Parce que la composition qui sont mis sur les seaux de sel, c'est la composition de l'eau de mer, c'est pas la composition qu'il y a dans le seau. Hein. Et de toute façon, ça serait difficile parce que le principe d'un sel, c'est que même si on a la bonne proportion au départ, il faut qu'il soit très bien mélangé, parce que les sels n'ont pas la même densité. Donc la difficulté de faire un sel, c'est d'avoir un bon homogénéiseur, en fait, pour que tous les éléments qu'on comprenne dans une tonne, si on prend 1 litre en haut de la cuve ou en bas, on devrait avoir la même chose si c'est bien mélangé. Alors c'est ça la difficulté d'un sel, de fabriquer un sel, en fait. Parce que bon, la composition, on la connaît, hein, c'est pas... Et puis encore une fois, il y a une marge de manœuvre. Hein, si c'est quelques pourcents près, il ne faut pas exagérer non plus, ça passe. Mais le fait, par exemple, de faire des changements réguliers... On ralentit la dérive, mais on la ralentit en proportion du changement d'eau. Donc, si, à supposer qu'on ait de l'eau de mer idéale ou même de l'eau de mer naturelle, si on a une déviation de 10%, on change 10%, on corrigera de 10% de 10% à 1%. Voilà, donc ça va pas... Est-ce que ça peut être intéressant en ce moment, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui pratiquent, d'abord qui font moins de changements d'eau peut-être qu'on en faisait à une époque, alors phénomène de mode ou pas, peu importe, mais il y a eu, beaucoup de personnes en fait font souvent une fois par an un gros changement d'eau qui peut être par exemple des 2/3 du volume total d'eau contenu dans le bac, hein, c'est-à-dire gardant un tiers pour ne pas stresser plus les animaux en allant relativement vite. Mais est-ce que ça peut être quelque chose de positif ou pas finalement? Du point de vue rétablissement de la balance ionique, si on a un bon sel ou d'eau naturelle, effectivement, parce que du coup, le changement de 3 quarts, on rétablit l'équilibre des 3 quarts, donc c'est très bien. Le seul inconvénient, c'est que 3 quarts d'eau neuve, souvent, c'est pas terrible l'eau neuve pour les coraux, donc on risque de chatouiller un peu les coraux, parce que le redox d'une eau de mer neuve est très, très bas. Hein. Déjà, quand on change 10%, on voit une chute des fois 150-200. Bon, ça remonte assez vite après. Hein. Mais si on fait avec une grosse quantité de sel,
ça va chuter plus et ça va remonter moins vite. Donc il faut quand même être très prudent sur les changements d'eau importants. Donc tu voudrais dire que l'idéal n'est pas de ce monde en fait. Bah voilà. Donc, bah, l'idéal, ce serait de savoir ce qu'on fait à chaque fois, mais bon, on en est loin. Donc Bah, pour savoir ce qu'on fait, il faudrait avoir déjà Bah, des compositions précises. oui, il faut avoir des informations de base qu'on n'a pas sur les étiquettes de toute façon. Donc, Tu as abordé un peu tout à l'heure le cas du réacteur à hydroxyde, mettant en avant effectivement que le fait de supplémenter en hydroxyde de calcium, enfin par la voie d'un réacteur à hydroxyde de calcium, en fait, ne déséquilibrerait pas la balance. Qu'en est-il pour le RAC? C'est la même chose, j'imagine. Là, c'est la même chose, puisque on dissout du carbonate de calcium ou de l'hydroxyde, mais carbonate et hydroxyde dans l'eau de mer sont interchangeables. Ils se transforment en l'un en l'autre avec le gaz carbonique dissous dans l'eau. Donc c'est pour ça que, par contre, au moment où on le met, l'hydroxyde fait monter le pH, parce que le pK de l'hydroxyde est très élevé. Mais de toute façon, rapidement, une partie de l'hydroxyde va se combiner avec les bicarbonates pour donner les carbonates, ou le gaz carbonique pour donner carbonate et bicarbonate. Donc au bout de quelques heures, le pH redescend parce que l'hydroxyde en fait s'est transformé en carbonate-bicarbonate. D'accord. Donc c'est équivalent de mettre l'un ou l'autre. C'est pas équivalent au moment où on le met, mais 24 heures après, ça revient au même. D'accord. Une question aussi par rapport à ça pour les bactéries. J'imagine que les différentes souches de bactéries contenues dans l'eau et les différents éléments en fait, du bac sont sensibles, peut-être même plus sensibles d'ailleurs en fait, que d'autres organismes à un équilibre de la balance ionique, non? Bon, là, franchement, non, parce que les variations ne sont pas assez importantes pour qu'elles soient sensibles à ça. Elles sont plus sensibles à la variation de salinité. Certaines bactéries ont un métabolisme plus évolué, mais elles sont surtout sensibles en fait, aux nutriments dont elles disposent. Parce que pour catégoriser les bactéries, en fait, on utilise des substrats nutritifs. Les aliments, en fait, on utilise les aliments qu'elles sont capables d'utiliser pour caractériser tel type de bactéries. Au départ, c'était ça. Bon, maintenant, avec les analyses ADN, bon, on utilise aussi la séquence ADN, hein, d'accord. Mais au départ, on savait que c'était telle bactérie parce que, en mettant dans les coupelles, on savait qu'elle métabolisait le maltitol, le glucose, le machin, du coup, c'était tel type de bactérie. Donc, pour développer tel type de bactérie, en fait, le plus simple, même dans l'eau, il y a des chances qu'il y ait à l'état latent des centaines de bactéries, puisqu'elles peuvent rester à l'état de kyste des années, voire des centaines, voire des milliers d'années, les bactéries. Donc, dès qu'on leur donne ce qu'il faut, elles peuvent réémerger. Donc souvent, ça serait plus judicieux de faire une étude sur les nutriments à rajouter pour développer tel type de bactéries que de rajouter toujours les mêmes 10 souches de bactéries comme ça, sans se préoccuper de savoir si dans l'eau, il y a ce qu'il faut pour qu'elles puissent se développer correctement. Maintenant, les bons fabricants de bactéries rajoutent aussi des éléments nutritifs pour les doper au départ. Mais bon, il faut reconnaître que ça reste dans un flou artistique. Oui. Une question qui va peut-être paraître bête aussi, c'est on compense en permanence donc l'évaporation en ajoutant en fait de l'eau osmosée en compensation. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse y avoir évaporation d'autres éléments? Parce qu'on fait finalement, on parle toujours de l'évaporation, bien sûr, de l'eau, les sels ne s'évaporent pas, mais est-ce qu'il peut y avoir évaporation ou l'état gazeux de fait d'un certain nombre d'éléments contenus en fait dans l'eau de mer en circuit fermé, emprisonnés dans nos bacs? Bon là, a priori, il y a peu de chance qu'il peut se dissoudre. Enfin, ce qui peut s'évaporer, c'est les alcools, mais à condition de chauffer, quoi. Donc, Oui. chauffer fort. Donc, a priori, non. Là, il n'y a que de l'eau pure qui s'évapore. Et quant à l'eau qu'on ajoute, c'est-à-dire que de plus en plus de personnes, et pour à juste titre, emploient des résines échangeuses d'ions pour finir de purifier cette eau osmosée, essentiellement pour retirer d'ailleurs les nitrates et phosphates qu'elle peut contenir. Oui, parce qu'il reste en général quelques milligrammes ou quelques dixièmes de milligrammes. Mais le gros intérêt, c'est surtout de retirer, à mon avis, les éléments traces, comme le cuivre. Moi, j'ai déjà testé l'eau osmosée, il y avait 20 mg de cuivre, ce qui représente 10 fois ce qu'il y a dans la mer. Donc là, du coup, même en changeant 10%, on rajoute la totalité de ce qu'il y a dans la mer. On peut se poser la question, bon, ça c'est le cuivre, mais si c'est des zones plus chargées, il peut y avoir beaucoup de zinc, des choses comme ça, à cause des engrais pour les plantes dans les nappes phréatiques. Donc là, c'est pas négligeable finalement. La quantité d'oligo-éléments qui reste en poids par an de sel totaux, c'est pas énorme, mais là, vis-à-vis des concentrations naturelles de ces éléments-là,
c'est pas négligeable du tout ce qui peut rester après le passage sur la membrane. Donc passer sur résine, c'est pas forcément un luxe effectivement quand on a des SPS. D'accord, c'est-à-dire effectivement, il peut y avoir donc facteur de déséquilibre de cette balance par le biais d'une eau osmosée pas totalement purifiée. Oui. Mais à l'inverse, quand on arrive à une eau qui finit par être tellement épurée, est-ce que l'apport de 100 litres par semaine d'eau de ce type dans le bac n'est pas en mesure aussi de déséquilibrer la balance à l'inverse? Non, parce que là, on comprend ce qui est parti, exactement. Il est parti que de l'eau, on met que de l'eau, il n'y a pas de problème. Le problème, et surtout si on veut un bac oligotrophe. Par contre, il y a les Hollandais qui ont fait des expériences en hydroponie pour les plantes d'aquarium, par exemple, ou même les plantes décoratives d'appartement. Et ils ont constaté qu'en faisant leur solution nutritive avec de l'eau osmosée, ils avaient moins bons résultats. Parce que du coup, les éléments que laisse passer l'osmoseur, c'est aussi des éléments traces utiles pour les plantes. Les plantes, en théorie, ils ont besoin de 16 éléments pour pousser. Mais il y a des éléments supplémentaires qui leur permettent d'améliorer leur système immunitaire. Donc les plantes, en fait, elles poussaient, mais elles étaient beaucoup plus sensibles aux maladies, aux choses comme ça. Donc le fait de passer sur osmoseur, c'était pour ne pas avoir trop de calcium, parce qu'il faut une eau avec, en gros, 1000 microsiemens de conductivité. Donc on était bien obligé de passer, d'enlever l'excédent de calcium, magnésium, etc. Mais du coup, c'était gênant de tout enlever, parce que malgré tout, les plantes ont besoin de plus d'éléments pour leur santé, pas forcément pour pousser dans l'absolu, mais pour résister aux parasites. Il y a des enzymes qu'elles peuvent fabriquer à partir, par exemple, comme pour nous, du sélénium, ça s'utilise à l'échelle du picogramme, des choses comme ça, mais il en faut quand même. Donc en faisant des solutions trop purifiées, ça peut être négatif, parce qu'on ne connaît pas tout. Donc en fait, les impuretés peuvent être utiles malgré tout dans certains cas. J'imagine que nos sels synthétiques, en termes d'impureté, en amènent suffisamment. Oui, il n'y a pas de souci à se faire en principe. D'accord. Bon, d'une manière générale, tout élément, toute supplémentation effectuée, indépendamment de celle faite par le réacteur à hydroxyde ou le réacteur à calcaire, doit être réfléchi, enfin en dehors des personnes qui fonctionnent en balling Oui. évidemment. C'est-à-dire que si je rajoute, je sais pas, une certaine quantité de chlorure de calcium, comme je disais tout à l'heure, je dois donc, à un moment ou à un autre, rajouter son équivalent en... L'équivalent KH et puis l'équivalent Voilà. en sulfate, potassium, qui correspond à l'apport de chlorure qu'on était obligé de mettre avec le calcium. Voilà. En fait. Voilà. Et a priori, donc, mieux vaut quand même en fait des petits changements d'eau réguliers au gré des besoins, tu dirais, plutôt qu'un gros changement d'eau. En fait, de manière... Les petits changements d'eau réguliers seraient plus la même en fait, de rééquilibrer cette balance que finalement de gros changements d'eau avec les risques face. Les gros changements d'eau, si on avait de l'eau de mer naturelle parfaite, récupérée d'un endroit hyper propre, il n'y a pas de problème, on peut changer 100% à la limite, là, il n'y a pas de problème. Hein. Mais dans la mesure où on n'est pas sûr, il vaut mieux des petites variations pour pouvoir détecter un effet positif ou négatif suffisamment tôt, quoi. Enfin, surtout s'il est négatif. Et en fait, la méthode, c'est de faire simple, sachant qu'il y a plutôt trop de choses dans l'eau que pas assez. Vaut mieux démarrer simple. Si au bout de X mois, on se trouve avec un problème, on fait un changement d'eau. Là, si c'est vraiment un manque de changement d'eau, le fait de ne pas en avoir fait pendant 3 mois, d'en faire un ne serait-ce que de 10%, on doit voir le résultat. Donc au moins, on sait, on peut calculer expérimentalement, finalement, une fréquence adéquate de changement d'eau pour son bac à soi, quoi, en fonction des sels dont on dispose, de l'eau osmosée dont on dispose. Voilà. Alors que si on commence à tout mettre dans le bac, on aura trop de choses, mais on ne saura même pas quel est l'élément en trop qui est le plus négatif. Donc, puisqu'on habite tellement de choses que voilà, on ne s'en sortira jamais. Donc on fait simple et on complique au fur et à mesure si on veut. Et souvent on se rend compte qu'en faisant simple, ça suffit. Bon, enfin, maintenant il y a des choses basiques. C'est vrai que l'iode, on sait que ça aide à faire des composés pour lutter contre la photooxydation. Donc mettre de l'iode régulièrement, ça, bon, à la limite, il y a quand même des tests. Hein. Voilà, donc, et puis par contre tout le reste, calcium, magnésium, ça il y a des tests, donc là c'est objectif, on fait le test, il en manque on en rajoute, il en manque pas on en rajoute pas, voilà. Oui, quant à la plupart des mais les oligo-éléments, oui, alors là il faut, mais c'est vrai que ça vaut le coup de se payer une analyse en labo, bon, c'est 150 € les 11 éléments, mais c'est vrai qu'on ne le fait pas assez, ça vaudrait le coup de... Les 11 éléments, tu choisirais lesquels toi? Oh de toute façon, c'est des classiques qui servent dans la plupart des enzymes, dans les classiques qu'on utilise comme dans les milieux de culture. Donc même le cuivre. Hein. Le cuivre dans l'eau de mer, quand on fait de l'eau de mer artificielle pour cultiver le phytoplancton, on ne rajoute jamais de cuivre parce qu'on sait très bien que dans l'eau de mer artificielle, il y a toujours assez de cuivre. Voilà.
Quand on fait avec de l'eau de mer naturelle, on en rajoute parce qu'il en faut aussi du cuivre. D'ailleurs, le cuivre fait partie de l'hémoglobine, du sang des invertébrés. Les crabes, les crevettes ont du cuivre dans leur molécule qui leur sert à respirer. Nous, notre hémoglobine contient du fer. Hein, ou la chlorophylle des végétaux contient du magnésium. Voilà, donc ces choses-là. Mais par contre, ces oligoéléments qui sont utiles en tant qu'oligoéléments, ils deviennent toxiques à des doses plus élevées. Donc c'est vrai que ce serait intéressant de voir au bout une fois par an, de voir l'évolution en oligoéléments de son bac en se payant une petite analyse de laboratoire, quoi. Voilà. Le problème, c'est qu'il faudrait aussi analyser en même temps l'eau neuve. Oui, pour savoir ce qu'on l'origine. peut rajouter. Non, mais déjà, mais même, rien que comparer après avec les valeurs en eau de mer, voir si on a plus que l'eau de mer ou moins que l'eau de mer. Mais il y a 99,9% de chances qu'on ait plus que dans l'eau de mer. Parce que dans l'alimentation, on apporte un tas d'oligoéléments. Dans les granulés, on rajoute souvent du cuivre, d'ailleurs, pour préserver. Le cuivre, c'est aussi un oligoélément intéressant pour les poissons. Donc, ou la nourriture pour cochons, alors là, c'est infernal le taux de cuivre qu'il y a là-dedans. Hein. Parce que nous aussi, on a besoin de cuivre comme oligoélément. Mais à des doses qui sont très élevées, finalement, par rapport aux concentrations de l'eau de mer. Donc, si on a beaucoup de poissons, par exemple, on se dit toujours, bah oui, j'ai beaucoup de poissons, j'ai beaucoup de nitrate phosphate. Mais il y a de fortes chances qu'on ait aussi beaucoup trop de cuivre, de zinc, de choses comme ça. Et finalement, c'est peut-être autant ça qui est gênant pour l'équilibre du bac que le nitrate phosphate. Bon, c'est gênant aussi, hein, bien sûr, d'avoir trop de nitrate phosphate. Mais c'est cumulé avec le fait d'avoir en même temps trop de cuivre, de choses comme ça, ça peut expliquer. Et ce qui veut dire aussi que finalement, quelqu'un qui a beaucoup de poissons, à un moment ou à un autre, donc pas mal de pollueurs, aura tendance à faire encore beaucoup plus de changements d'eau. Et donc de ramener par le biais des sels synthétiques vraisemblablement pas mal aussi de métaux lourds comme du cuivre en plus. Oui, plus mais comme il y en avait aussi à cause de l'alimentation des poissons, après c'est le jeu de savoir si on a moins ou plus qu'en ne changeant pas d'eau. Enfin, bon, là effectivement, quand même, s'il y a une eau très chargée, là c'est sûr qu'il faut faire des changements d'eau pour. Il y a des chances que même en oligoéléments, il y en ait plus que dans l'eau de mer neuve. Hein. Donc, voilà. Mais à un moment donné, une chose est sûre aussi, c'est qu'il vaut mieux être raisonnable. C'est qu'après, si on dépasse les limites biologiques, ça devient très compliqué l'histoire. Donc, bon, voilà. On ne peut pas tout avoir. Il faut savoir avoir un minimum de raison à un moment donné, quoi. Voilà. Je te remercie.